Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. Un duel fidèle au sondage, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Les Français les ont choisis pour le second tour de la présidentielle. La Réunion à contre-courant, c'est une habitude. Chez nous, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête. Les deux partis historiques de la France sont éliminés. L'heure est évidemment à la remise en question au lendemain de l'élection. Analyse de spécialistes, réaction des hommes politiques. Nombreux ce soir sur notre plateau, vous le verrez. Que nous réserve le second tour? La campagne a déjà commencé. Emmanuel Macron, 23,70%. Marine Le Pen, 21,70%. Ce sont les résultats nationaux. La Réunion, je le disais, encore une fois voté à contre-courant. Jean-Luc Mélenchon en tête avec 24,53% des voix. Juste derrière, eh bien Marine Le Pen qui totalise, elle, 23,46% des suffrages. Avant d'analyser, avant de débattre, retour sur la victoire du candidat En Marche avec Astrid Mesmorian. Depuis quelques heures, il a peut-être un destin présidentiel. Emmanuel Macron, jamais élu, il y a peu encore, haut fonctionnaire égaré en politique. Hier soir, dans les regards, l'attente immobile, la délivrance des résultats est proche. À 20h, la salle exulte. Leur champion est qualifié pour le second tour. On va gagner, on va gagner, on va gagner. Pour moi, c'est un véritable bonheur, quoi. C'est ma génération Macron. On va être la génération Macron. Je suis enchantée parce que je suis avec mon petit-fils. Voilà, moi je vote pour les jeunes, hein, c'est essentiellement pour eux maintenant. Merci. Président Macron, président. On nous avait dit que c'était impossible et pourtant on l'a fait. C'est formidable là. Ouais. L'ambiance est dingue, on est tous à fond. C'est super. Pendant ce temps, Emmanuel Macron savoure les résultats qui le hissent en finale. Sur le parcours qui le conduit à ses supporters, son cortège semblerait presque présidentiel. Arrivé parmi eux, il affiche l'image d'un couple qui brigue l'investiture et revient sur le pari politique entrepris. En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française. Vous avez su montrer que l'espoir pour notre pays n'était pas un rêve, une lubie ou une bulle, mais bien une volonté acharnée et bienveillante. Emmanuel Macron dit ensuite incarner le patriotisme face au nationalisme de Marine Le Pen. Dans la salle, drapeaux européens et français ondoient. Le second tour face au Front National, qu'en pensent les macronistes? On est sûr de gagner là, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. On espère une mobilisation du Front républicain pour que Emmanuel Macron passe au second tour. Voilà. Il y a Le Pen au deuxième tour. C'est-à-dire qu'il va falloir encore se battre pour l'éliminer définitivement. Elle a encore des réserves, je pense. Emmanuel Macron fête sa qualification dans une brasserie réputée de la capitale, en compagnie d'Oline Renaud notamment. Ses supporters poursuivent la fête sans lui au rythme de la Marseillaise d'abord, avant de se déhancher toujours, drapeau à la main. Il s'était fait plutôt discret en début de campagne, puis était sorti de sa réserve pour tacler Jean-Luc Mélenchon. François Hollande s'est exprimé aujourd'hui pour appeler sans surprise à voter Emmanuel Macron. On écoute le président de la République. Face à un tel risque, il n'est pas possible de se taire, pas davantage de se réfugier dans l'indifférence. La mobilisation s'impose, mais également la clarté des choix. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Je salue d'ailleurs toutes les personnalités et les formations politiques qui, au-delà même des réserves qu'elles peuvent avoir à l'égard de son projet, ont appelé à en faire de même.
Avec moi ce soir, évidemment, notre spécialiste politique de Réunion Première, Emmanuelle Aguet, bonsoir. Bonsoir. On n'est pas seul ce soir. Non, pas du tout. On est très bien entourés même. Avec nous, Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, soutien du mouvement En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Autobruck, soutien du Front National, enfin de Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nos consultants, à commencer par Philippe Fabin, notre monsieur Ipsos, dont les sondages se sont plutôt vérifiés. On en parlera dans un instant. Bonsoir. Bonsoir. David Noal, expert en stratégie et en communication politique. Bonsoir également. Et puis à côté de vous, Yves Montrouge, journaliste politique. Bonsoir Yves. Bonsoir. Alors, peut-être une réaction avant de lancer un nouveau sujet sur cet appel à voter de François Hollande. Je pense à vous, Gilbert Annette. Comment vous réagissez par rapport à cela, lui qui s'était fait si discret jusqu'à présent? Oui, parce qu'il y avait 11 candidats et qui ne voulaient pas apparaître partisans d'un des 11 candidats. Aujourd'hui, c'est un sujet majeur. Il s'agit de la France et notamment du risque encouru par l'élection de Marine Le Pen qui propose, si vous voulez, à la suite d'un référendum, de sortir de l'euro, de l'Europe, avec des conséquences dramatiques pour la France. Donc je crois qu'il est de son devoir de donner son opinion. Mais vous avez vu que dès hier, d'autres que lui, y compris... C'était pas son candidat de cœur depuis le début. Oui, c'était pas le candidat non plus de François Fillon. Il a appelé à voter Macron. C'était pas le candidat de nombreuses personnalités, d'Alain Juppé. Ils ont appelé hier dans ce face-à-face entre le projet de Marine Le Pen qui, autour du nationalisme. Le nationalisme en Europe, c'est l'extrême droite qui a conduit à la guerre avec Hitler. C'est ça le fond du dossier. Et à partir de là, il est important que tous ceux qui pressentent un risque, un danger, alertent l'opinion pour que chaque Français prenne ses responsabilités. Donc je crois que François Hollande a très bien fait de rappeler que face à ce danger, il fallait se mobiliser. Donc Jean-Claude Autobruck, vous représentez Marine Le Pen, vous représentez le danger ce soir? Pour moi, le danger, le véritablement danger, ce serait que Macron soit élu. Ce serait une catastrophe économique, ce serait l'esclavagisme définitif des populations inféodées aux marchés financiers, aux banquiers privés. Voilà le véritable danger. Le président de la République invite ce soir, enfin dit ce soir qu'il va voter lui-même pour Emmanuel Macron. Deux choses. Le président de la République, avec ses 3% de crédibilité, ferait mieux de se taire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'un président de la République doit être le président de tous les Français, et ce n'est pas son cas. Ce monsieur n'est que le président d'un petit groupuscule socialiste. Point final. Alors Jean-Claude Autobruck, on s'arrête un instant. On a vu tout à l'heure la joie dans le camp Macron. La joie aussi évidemment dans celui de Le Pen. La candidate du Front National est déjà dans l'acte 2 de la campagne présidentielle. On voit le reportage de Stéphanie Pérez. Pas une minute à perdre. Marine Le Pen, dès 11h ce matin, attaque sa campagne du second tour sur ce marché du Pas-de-Calais. Elle tracte elle-même. La deuxième campagne qui commence, la plus importante. Les premiers sondages la donnent perdante face à Emmanuel Macron, mais elle estime avoir un réservoir de voix suffisant. Il faut convaincre tous les Français. Moi, je ne me limite pas à telle ou telle catégorie de Français. Je pense que beaucoup vont découvrir d'ailleurs le fond du projet de M. Macron dans cet entre-deux tours. Hier, dans son fief d'Hénin-Beaumont, la soirée s'est jouée en 3 actes. À l'annonce des résultats, le soulagement de ses partisans. Jusqu'au bout, les estimations ont été serrées. Insoutenable, mais on est très contente, on a fait une super campagne. Heureux et confiant, parce que il faut que Marine passe pour le second tour, pour libérer la France, redonner la France aux Français. C'est devenu essentiel. Marine Le Pen comptabilise près de 7 700 000 voix, un record pour le Front National. Mais elle n'a pas obtenu la première place ni le triomphe escompté. Elle n'est pas première, mais elle est déjà là. Ce qui n'a pas été le cas depuis très longtemps. On a réussi déjà à la ramener au second tour. Acte 2, les sourires se figent. Surtout lorsque François Fillon appelle à voter pour Emmanuel Macron. En faveur d'Emmanuel Macron.
D'un coup, là, d'un seul, je vois déjà le tableau qui se présente comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Tous ces traîtres de la droite et de la gauche qui s'entendent très bien pour battre le Front National. Ils n'ont aucune fierté, ces gens-là. Aucune fierté. Ils se crachent dessus et maintenant ils vont subir pour faire un front républicain. C'est quoi un front républicain? Ces gens-là ont peur de quoi? De perdre leur petite place au soleil? Acte 3, après 21h, Marine Le Pen monte à la tribune, le sourire malgré tout, et entame son affrontement avec Emmanuel Macron. Vous avez donc le choix de l'alternance, la vraie, pas celle qui a vu des gouvernements se succéder sans que rien ne change. Ce n'est évidemment pas avec l'héritier de François Hollande et de tous les échecs de ce quinquennat catastrophique que cette alternance tant attendue viendra. Il est temps désormais de libérer le peuple français, tout le peuple. Mais devant le buffet, le champagne est assez amer pour les plus pragmatiques qui n'y croient plus vraiment. J'espère que ce sera vraiment la bonne, je croise les doigts. Mais bon, là, par rapport à tout ce qui se passe, je mets quand même un point d'interrogation. Pour vous, c'est déjà perdu? Ah oui, bien sûr. Ah si. Si, ils vont tous se mettre comme d'habitude. Ils sont tous, ils font tous barrage. Une dernière danse vers 23h. La fête n'a pas duré bien longtemps. Alors évidemment, Jean-Marie Le Pen n'a pas manqué de réagir. Il a soutenu sa fille, mais plutôt timidement, pardon, écoutez. Je l'aurais préféré plus fort, mais je m'en suis contenté du moment qu'il était qualificatif, si vous voulez. Je pense qu'une campagne plus énergique, moins dédiabolisée, si vous voulez, aurait eu plus d'impact. Je lui ai envoyé un petit message. Qui disait bravo Marine, mais le plus dur reste à faire. Jean-Claude Autobruck, un discours moins dédiabolisé pour gagner encore plus de voix. Est-ce que vous partagez l'analyse de Jean-Marie Le Pen? Oui, bien sûr. C'est cette position que vous tenez, vous, ici à La Réunion? Cette position, nous à La Réunion, vous n'avez jamais entendu de diabolisation particulière. Chaque fois qu'il y a eu un blocage à l'aéroport, c'était les gauchistes. Vous n'avez jamais vu des gens du Front National aller embêter quelqu'un à l'aéroport parce qu'il arrivait pour... C'est le contraire que dit Jean-Marie Le Pen. Elle n'aurait pas dû dédiaboliser le discours. Dédiaboliser le discours? Le discours aurait dû rester plus radical. Mais c'est son affaire de présidente, c'est sa personnalité qui ressort. Pourquoi moi je vais me mettre en travers de son discours? Alors Philippe Fabin, finalement les résultats ont été plutôt conformes aux souhaits de victoire qui s'étaient dégagés tout au long de ces semaines, mais pas conformes aux résultats nationaux. C'est étonnant ça ou pas? Non, il y a un tableau social à La Réunion qui n'est pas le même qu'au national, une histoire politique qui n'est pas la même non plus, donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est sûr que le Front National fait un bond très significatif puisqu'on était à peu près à 10% pour Marine Le Pen au premier tour des présidentielles précédentes. Il y a quelque chose qui est assez spectaculaire, qui enfonce complètement le corps électoral de droite à La Réunion. Jean-Luc Mélenchon fait ses souhaits de victoire principalement sur un corps électoral vraiment à gauche. Macron, on pourra peut-être y revenir, a déployé une position qui embarque beaucoup de sympathisants de gauche, mais aussi du centre et de la droite. Donc il y a une forme de réalité derrière ce qu'il affirme être un positionnement un petit peu hybride, si je puis dire. Donc oui, on a au final des résultats qui sont un peu décalés, mais quand vous regardez dans l'histoire des scrutins présidentiels, on a eu par le passé des décalages beaucoup plus spectaculaires encore. Finalement, c'est peut-être un des scrutins, modulo les quelques points d'écart, pour lequel on a des résultats à La Réunion qui ressemblent le plus au scrutin national. Yves Montrouge, comment expliquer cette singularité à La Réunion ? Cette singularité, je vous l'ai dit, par la montée des extrêmes qui s'est exprimée hier. C'était plutôt un vote anti-système à La Réunion, si on considère que ce sont deux candidats anti-système. On l'a dit hier, il fallait regarder le taux d'abstention. Et effectivement, l'abstention bénéficie toujours, profite toujours aux extrêmes. Et on l'a vu hier avec le score de Marine Le Pen. Elle avait fait 10%, comme l'a dit Philippe Fabin, en 2012. Elle fait 23%, elle a pris 13%. Moi, je serais curieux de savoir où est-ce qu'elle a pris ces voix. Vraisemblablement
largement à droite, de la même façon que Jean-Luc Mélenchon. Il avait fait 6% en 2012. En 2012, il fait 24%, plus de 18%. Là encore, je pense que il a pris des voix, il a siphonné les voix de Hamon, du Parti socialiste. Mais cette montée des extrêmes, ce sont des scores qui interpellent. Est-ce que c'était un vote d'adhésion, par exemple, aux thèses frontistes? Je pense plus, moi, personnellement, qu'il s'agissait d'un vote de rejet, d'un vote de colère, d'un vote de protestation contre le système, justement, et contre cette alternance qui dure depuis 1965, droite-gauche, gauche-droite, et qui n'a pas donné satisfaction à la population. Et un invité nous a rejoint sur ce plateau. Vous le voyez, il s'agit d'Alexandre Caïto. Bonsoir, vous êtes le représentant de la France insoumise. Ce score historique à La Réunion de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, comment vous l'analysez ce soir ? C'est un vote d'adhésion, contrairement à ce que peut dire M. Montrouge en disant que l'abstention profite aux extrêmes. Il nous dit quelques secondes plus tard qu'on aurait siphonné les voix de Hamon. Je ne vois pas où est l'extrême gauche chez Benoît Hamon, donc peut-être qu'il faut clarifier votre discours, monsieur. Cela étant, nous avons fait campagne pendant 1 an et demi. On est parti en campagne le 11 février et nous avons rencontré les Réunionnais encore plus qu'à l'habitude. Les Réunionnais ont entendu notre discours, ont compris notre programme et ils y adhèrent pleinement parce qu'ils se sont rendus compte que nous portions les vraies solutions pour les Outre-mer et également pour l'Hexagone. Alors on va s'arrêter encore un instant, Emmanuel. Voyons à présent quelle était l'ambiance hier soir dans les QG d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen chez nous. Cette fois, le reportage est signé Géraldine Blandin et Rodolphe Ozanne. Explosion de joie au siège du FN à l'annonce des résultats. Dans le petit appartement, la chaleur monte. Les bouteilles de champagne remplacent vite celles de jus de fruits. À la santé de Marine, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont eu à souffrir du régime socialiste. Les drapeaux jusque-là rangés sont de sortie. Pour la dizaine de militants rassemblés, cette victoire est méritée, mais le travail sur le terrain continue. La campagne démarre dans quelques heures, parce que pour nous, nous devons motiver encore une fois de plus nos troupes sur le terrain. Puis les premiers résultats locaux commencent à tomber. Le FN serait en tête dans plusieurs communes. 42% de pauvres à La Réunion, parce que des retraités qui touchent 30 € par mois, parce que des étudiants qui n'arrivent pas à partir en métropole et à pouvoir se loger pour continuer des hautes études, etc. etc. Bon, le malaise est beaucoup social et beaucoup plus fort à La Réunion. Toujours à Saint-Denis, un peu plus loin, c'est dans une brasserie que les militants d'En Marche se sont réunis. Ils sont une soixantaine, heureux que leur candidat soit arrivé en tête. C'est un grand changement, c'est un jeune qui arrive à la tête du pays, qui va arriver à la tête du pays, donc on a confiance. Il a vraiment un bon programme pour La Réunion, pour la France. C'était vraiment un travail depuis plusieurs mois de tous les animateurs sur le terrain qui ont fait un super boulot. Et aujourd'hui, vraiment, voilà, c'est la récompense qui soit au deuxième tour. Donc il nous reste encore des personnes à convaincre, parce que c'est vrai que Marine Le Pen a fait beaucoup de voix, donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Une victoire tout de même mitigée pour les militants. Je suis heureux, mais en même temps aussi un petit peu malheureux, dans le sens que La Réunion a voté quand même Marine Le Pen à un très haut niveau. C'est un appel que je lance aux Réunionnais quand même. On est une île où elle faisait à peine 2%. Aujourd'hui, elle fait presque égal avec un candidat. C'est un petit peu la déception ce soir. Loin de l'euphorie, les militants d'En Marche gardent la tête froide car le travail continue, notamment convaincre les indécis. Et Jean-Marc Collier nous a rejoint pour une présentation plus globale. Bonsoir Jean-Marc. Alors la carte politique de La Réunion est en plein changement aujourd'hui. Oui, regardez, voilà sur cette carte, toutes les communes en rouge sont celles où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête hier. Celles en bleu foncé sont celles où Marine Le Pen l'a emporté. En gris, Emmanuel Macron. En bleu plus clair, François Fillon. Et en rose, Benoît Hamon. Alors oui, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête à La Réunion, mais c'est Marine Le Pen qui s'impose dans le plus de communes. 10 communes pour Marine Le Pen, 9 pour Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen qui est autour de 30% dans 3 communes. C'est à la Plaine des Palmistes qu'elle réalise son meilleur score, 32%. Mais vous le voyez, elle fait également 29% à Saint-Louis, 28% au Tampon. À noter que c'est à Saint-Leu qu'elle fait son moins bon score, 17% tout de même. Jean-Luc Mélenchon, lui, réalise ses meilleurs scores dans les communes, dans les anciennes communes communistes ou traditionnellement communistes. Il approche les 40% au Port. Il réalise
réalise plus de 30% également à La Possession et à Sainte-Suzanne. Alors tout pour Mélenchon et Le Pen et les autres. Alors il reste peu de communes, effectivement. Alors, on va d'abord voir le score d'Emmanuel Macron. Il arrive seulement 3e à La Réunion et il arrive en tête dans 3 communes. C'est à Saint-Leu qui réalise son meilleur score, 29% dans la commune de Thierry Robert. Il fait presque aussi bien à Sainte-Rose chez Michel Vergoz. Il recueille 23% en tête également à Saint-Denis. François Fillon, lui, n'est en tête que dans une seule commune, c'est à Saint-Pierre chez Michel Fontaine avec 26%. On notera également qu'il arrive seulement en 4e position dans 2 communes dirigées par des leaders de la droite. 4e à Saint-André chez M. Virapoulet, 4e à Sainte-Marie chez M. Lagourgue. Enfin, Benoît Hamon arrive en tête uniquement dans la commune de Saint-Joseph chez Patrick Le Breton avec 31%. Conclusion, eh bien, comme l'Hexagone, La Réunion a puni hier les représentants des grands partis traditionnels, mais davantage que l'Hexagone encore, elle a voté pour les extrêmes. Alors, merci beaucoup Jean-Marc pour cette présentation globale. Je vous ai vu tout de suite réagir, Gilbert Annette. Oui, je crois que le cette fait punition marquant... vous déplaît. Non, c'est pas ça. C'est que le fait marquant, c'est l'analyse qui me déplaît. Le fait marquant de cette élection, c'est que la droite républicaine, les Républicains, il y a 6 mois, avaient pratiquement cette élection en main. Et ils l'ont perdu lamentablement. Aujourd'hui, le vrai perdant, c'est François Fillon. François Fillon, c'est vraiment la sanction. Et la sanction, elle vient au-delà des affaires Fillon, du rejet du programme. C'est un programme de démantèlement du service public, 500 000 fonctionnaires en moins, de casse sociale terrible. Et ce programme-là a été rejeté même par les électeurs traditionnels de la droite. C'est ça la sanction, en dehors des affaires Fillon. Et le fait marquant de ce premier tour, le fait le plus marquant, c'est l'élimination d'un candidat comme François Fillon, qui est soutenu ici par une multitude, une quinzaine de maires, les Républicains, soutenaient François Fillon, et aujourd'hui, il est largement distancé. Donc, c'est le fait marquant de cette élection, c'est la chute, et à travers lui, il faut bien le dire, son programme. Parce que demain, des candidats les Républicains vont agiter ce programme dans les législatives. Or, ce programme, il a été sanctionné parce que les Réunionnais, plus qu'ailleurs, et on l'a dit tout à l'heure à juste titre, la crise sociale ici, elle est 3 fois supérieure en métropole. 45% en dessous du seuil de pauvreté, par rapport à 14%. Gilbert Annette, on a bien compris, mais je voudrais poursuivre sur François Fillon, parce qu'il vient de faire une déclaration, François Fillon, qui va vous intéresser. Vous allez peut-être réagir, David Moyle, puisqu'on ne vous a pas encore entendu. François Fillon vient de déclarer « Je n'ai plus la légitimité pour conduire mon parti aux législatives ». Voilà ce qu'il vient de déclarer. Oui, mais son programme. David Moi, Noël. je ne parle pas non, de Fillon, attendez, je parle de son programme. Je vais faire réagir David Noël pour l'instant. Enfin, il y a 2 choses. Ce sera plus son programme. Je suis quand même pas d'accord avec l'analyse de M. Annette, parce que le vrai perdant, ce n'est pas la droite, c'est le PS, qui fait 6,5 et qui a perdu toute légitimité sur toute la Réunion et sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est le vrai. Hein. Et qui paye sa division. C'est ridicule. Je pense bien. Et qui paye sa division. C'est une analyse. Écoutez, d'un côté, il faut arrêter. De côté, on dit que. Il n'est peut-être plus Mais socialiste. pas du tout. On dit que Macron est la doublure d'Hollande. Hein, tout le monde le dit, le répète pour se faire plaisir. Et d'un autre côté, on dit que le candidat qui est la doublure d'Hollande, qui sort en tête, c'est l'échec du Parti socialiste. Mais est-ce que vous prenez votre part de responsabilité mais moi, je soutiens Macron. Une bonne partie, 70% des sympathisants socialistes ont voté Macron. Il n'y a pas de honte. Il y a quand même une primaire avec un vrai candidat PS et qui a eu 6,5% de voix. Ça, c'est un échec flagrant et total. On ne peut pas dire que le PS soit beaucoup plus fort aujourd'hui. La deuxième chose, pourquoi M. Mélenchon arrive à ce point-là, c'est qu'il a récupéré l'ensemble des électeurs de la gauche. Il est un meilleur candidat que le nôtre, c'est vrai. Voilà, mais c'est pas le PS. Ne dites pas que le principal écoutez, sérieusement, vaincu, c'est le PS a sorti... Non. Écoutez, le Hollande était battu, était impopulaire. Les Républicains devaient gagner cette élection. Il y a 6 mois, tout le monde donnait vainqueur les Républicains. Moi-même, c'était mon analyse. Je considérais que les Républicains n'avaient pas d'obstacle, ils devaient gagner l'élection. Ils l'ont perdu lamentablement. En dehors de l'affaire Fillon. En dehors de l'affaire Fillon. Des obstacles qu'ils ont fabriqués, les histoires de Fillon. Mais au-delà de ça... Vous pensez que les gens votaient contre le programme de Fillon, mais pas contre la personne Non, de je ne dis pas contre, mais moi je reviens au programme de Fillon. Vouloir diminuer de 500 000 fonctionnaires, mettre la retraite à 60 ans, casser les 35 heures, c'est un programme
programme de casse sociale qui n'a jamais existé. Personne, Sarkozy n'a jamais présenté ça. Donc les Français, y compris la droite, les électeurs des Républicains ont rejeté ce programme. Alors je ne parle pas du PS, le PS devra se reconstruire, il y aura un congrès, on verra. Mais nous, moi je suis l'exemple même, beaucoup de socialistes ont choisi Macron, qui était ministre de Hollande, qui était le conseiller d'Hollande, qui a fait la campagne d'Hollande depuis 2011. Alors on peut épiloguer, il n'était pas membre, pas membre. En tous les cas, il a présenté un programme social-démocrate, et que je défends, que j'approuve, comme d'autres sociodémocrates. Parce qu'il n'est pas social-démocrate. Quand il parle de programme social-démocrate. Il ne s'agit pas de programme social-démocrate, c'est le programme de l'Union européenne qu'il vient nous appliquer. Il vient prendre ses ordres à Bruxelles et à Berlin, et il vient appliquer entièrement toutes les directives européennes qui ont pourri les services publics pendant 10 ans, que Sarkozy et Hollande ont appliqué avec zèle. Ils ont tué la République à l'heure actuelle, en appliquant avec zèle toutes les directives européennes qui sont là pour protéger les plus faibles. Alors, nous avons en direct avec nous Virginie Perron, qui représente les Républicains, et ce serait exactement le moment pour réagir. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion, bonsoir, d'entendre un peu ce qui s'est dit sur ce plateau. Peut-être une réaction d'ailleurs à ce que vient de déclarer François Fillon, qu'il n'a plus la légitimité pour mener le combat des législatives. Vous êtes d'accord avec lui, avec le patron, enfin avec le représentant de votre parti ? Alors, je prends au cours votre émission. J'étais à une réunion, donc je n'ai pas entendu tout le déroulé de votre émission. Maintenant, ce que je souhaite dire, c'est qu'effectivement, hier soir, nous avons eu une défaite, et nous la reconnaissons. Nous en prenons acte. J'entendais M. Annette, juste au moment où on me branchait, dire qu'effectivement, nous aurions dû gagner cette élection. Tout avait été fait pour. Nous avions le meilleur programme, et ça, j'en reste persuadée à l'heure actuelle. Maintenant, le meilleur candidat. Il faut continuer. Nous devons travailler ensemble avec la plateforme de la droite et du centre, avec les grands leaders de Lille, avec Didier Robert, avec M. Fontaine, avec Mme Dindar. Nous devons toujours être ensemble pour envisager justement ces législatives dans de meilleures conditions et pour pouvoir peser sur les décisions de l'État. Virginie Perron, vous dites avoir eu le meilleur programme. Est-ce que vous aviez le meilleur candidat pour le porter, ce programme ? À la base, nous avions le meilleur candidat. Il y a eu une campagne, on ne va pas refaire l'histoire. Nous avons voté pour M. Fillon au niveau des primaires. Il a quand même eu 4,6 millions de personnes qui se sont prononcées lors des primaires. Donc le vote pour M. Fillon a été largement apprécié. Nous avons suivi M. Fillon, qui a été le meilleur candidat. Maintenant, la campagne a été ce qu'elle était. Nous tirons les conséquences et nous avançons. Mais certains, chez les Républicains, en métropole, dans l'Hexagone, regrettent que François Fillon ne se soit pas retiré. Est-ce que vous le regrettez ce soir, vous ? Je ne le regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas qui aurait pu porter un autre programme. Si M. Juppé était venu, il aurait peut-être repris son programme que nous n'avions pas validé. Les conditions n'étaient pas réunies. Donc non, je ne le regrette pas. Aujourd'hui, nous avons fait une belle campagne et nous pouvons en être fiers. Avec un beau résultat. Virginie Perron, dernière question. Vous allez voter pour Emmanuel Macron le 7 mai ? J'ai pesé le pour et le contre hier soir. Vraiment, je ne serai pas sa militante. Je l'admets encore une fois. Je ne pourrai pas être sa militante. Pour autant, il a partagé, il l'a dit lui-même, il a partagé nombre d'idées de François Fillon. C'est donc encore une fois que le programme était le bon. C'est celui qui se rapproche le plus de notre programme. Donc, en toute conscience, pour la France, pour ne pas tomber dans des bassesses, je voterai M. Macron. Alors on va poursuivre, merci beaucoup Virginie Perron, on va poursuivre cette édition spéciale avec un nouveau reportage chez nous. On l'a dit tout à l'heure, seules 3 communes ont été conquises par Emmanuel Macron: Sainte-Rose, Saint-Denis, Saint-Leu, justement direction Saint-Leu. Là-bas, le candidat En Marche a rassemblé 29,35% des voix. Jean-Luc Mélenchon arrive à la seconde place avec 26,96% des voix. Réaction tout de suite dans ce reportage de Thierry Chapuis. 29,35%, c'est le score record d'Emmanuel Macron à La Réunion dans la commune de Saint-Leu. Que le maire Thierry Robert ait annoncé son ralliement au mouvement En Marche le 5 février dernier, il y est peut-être pour quelque chose. Oui, certainement. Vu le travail effectué dans la municipalité, je pense que le résultat est acquis. Je ne sais pas si les gens tiennent compte de
des recommandations des politiques. Ça a dû peut-être jouer sur une partie de la population, mais sur la majorité, je suis pas sûr. Non. Je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas, c'est les gens qui décident. Voilà. Peut-être ça a influencé aussi, bon, on ne peut pas savoir. Totalement, oui. Je ne sais pas, on va savoir si c'est vraiment... On va y aller. Non, ça c'est tout qui va s'activer, ça. Hein. Bon, c'est le maire de Saint-Leu, mais c'est pas ce qui dit qui a poussé les gens à voter. C'est ce que M. Macron, lui, il a programmé. C'est ça qui a poussé les gens à être motivés, quoi. À mon avis, aujourd'hui, c'est plus une question d'intérêt personnel plutôt qu'une question d'intérêt public. Peut-être on pourrait avoir la chance d'avoir un deuxième ministre outre-mer à La Réunion, et pourquoi pas Thierry Robert? D'autant qu'il a annoncé sa disponibilité et fait connaître son étoffe et sa maîtrise pour traiter certains dossiers. Attendons néanmoins les résultats du deuxième tour. Emmanuel Macron, le grand favori du second tour, un parcours, eh bien on peut le dire, incroyable. Il a monté son mouvement il y a 1 an à peine, première élection, une présidentielle, et le voilà au second tour. Une ascension éclair sur laquelle revient Laurent Desbonnets. Un visage inconnu du grand public il y a 3 ans. Impressionné face aux caméras, Emmanuel Macron devient alors ministre de l'économie. Je veux dire que je suis le premier surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Contraste saisissant avec le candidat accueilli désormais sur scène comme une rockstar devant des salles de meeting pleines. Partout, vous alliez le faire gagner. Vive la France! Une transformation fulgurante entamée il y a à peine 1 an. Ce jour-là, à Amiens, il est encore ministre de l'économie. Mais il décide déjà de jouer sa carte personnelle. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. C'est la naissance d'En Marche. Des militants, souvent jeunes, inscrits sur Internet. Et une méthode, le porte-à-porte dans toute la France. Bonjour madame. Bonjour. C'est Thibault. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Moi personnellement, c'est la montée des extrêmes. Qu'est-ce qui marche en France? Je pense que c'est le savoir-faire. Avec Emmanuel Macron. Remonter des propositions, mobiliser des milliers de volontaires. Déjà une campagne de terrain. Mais la stratégie personnelle d'Emmanuel Macron agace vite François Hollande et Manuel Valls, qui le recadrent ici publiquement sur les bancs de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron encaisse, mais il ne renonce pas à ses ambitions. Au contraire, il poursuit les meetings et durcit le ton. Notre pays, il est usé par les promesses non tenues. Usé aussi de l'entre-chien et loup, nourri de l'entre-soi. Un positionnement anti-système qui lui réussit dans les sondages. En août dernier, Emmanuel Macron enfonce le clou et quitte le gouvernement. J'ai touché du doigt les limites de notre système politique. Je souhaite, aujourd'hui, entamer une nouvelle étape de mon combat. Une candidature à l'Élysée, officialisée 3 mois plus tard. Le contexte est alors pour lui des plus favorables. François Hollande ne se représente pas et le candidat de la droite est fragilisé. Emmanuel Macron peut donc poursuivre son ascension éclair. En Marche revendique déjà plus de 250 000 adhérents. Meeting géant, t-shirt, pancarte. En un temps record, Emmanuel Macron, 39 ans, a organisé une campagne plus efficace que les partis traditionnels. Alors évidemment une ascension fulgurante sur laquelle nous reviendrons avec nos invités. Mais avant, eh bien, je vous propose d'entendre la ministre des Outre-mer, Erika Barrage, appelle sans surprise, elle aussi, à voter Emmanuel Macron. Il faut prendre acte de cette demande des citoyens. Nous ne pouvons plus faire de la politique comme avant. Vous le savez, vous êtes le moteur de mon engagement. Mais même si j'entends le message que traduit votre vote, je ne partage pas les valeurs de la candidate d'extrême droite. Je connais Emmanuel Macron, son projet, ses valeurs. Nous partageons un engagement, une ambition et cette volonté de changement pour les Outre-mer.
C'est pourquoi, fidèle à mon engagement, je voterai Emmanuel Macron. Fidèle à mon engagement, je voterai Emmanuel Macron. C'est enfin son choix qu'elle exprime aujourd'hui, David Noal. Non, on peut l'analyser, cette phrase. Elle n'est pas anodine tout de même. Elle n'est pas anodine, mais ce qu'on peut, on peut vérifier, en tout cas souligner la cohérence de Mme Barretch. Ça, au moins, elle était ministre, elle a soutenu Hamon jusqu'au bout, et puis maintenant, elle rallie celui qui doit rallier tout le camp républicain. Bon, très bien. Elle n'avait pas le choix en même temps. Elle a été un bon soldat. Je n'imagine pas qu'Erika Barretch appelle à voter Front National. Ça, j'imagine pas, non. mais pour soutenir Benoît Hamon, elle n'avait pas vraiment le choix. Non, elle était ministre du gouvernement, quoique voilà. Gilbert Annette a soutenu Gilbert Annette, Jean-Claude Fruiteau, Michel Vergoz, Monsieur Le Drian, qui était ministre de la Défense, et des ministres qui ont soutenu. Mais cette phrase, je n'allais pas anodine, effectivement, vous faites bien de le souligner, puisque comme tout bon politique qui se respecte, elle pense aussi déjà à l'après-présidentielle, donc aux législatives. Et puis Gilbert Annette, on ne va pas se mentir, vous avez soutenu, vous, dès la première heure, Emmanuel Macron. Elle n'aurait pas eu cette fonction, Erika Barretch. Elle l'aurait fait, comme vous. Non, pas absolument. Moi, vous savez, j'ai un frère, dont je suis même le parrain, qui lui a soutenu et soutient avec beaucoup de vigueur Hamon, parce qu'il croit davantage au projet d'Hamon que moi. Et moi, j'ai choisi Macron. Donc, je ne veux pas parler. Ça se passait comment les discussions? Enfin, ça se passe comment entre ceux qui soutiennent En Marche et ceux qui... Ça se tendait de plus en plus. Mais en tous les cas, bon, les choses sont terminées maintenant. Mais moi, je respecte les convictions des uns et des autres. Et je ne veux pas parler au nom d'Erika Barretch. Je la connais bien sûr. Mais je pense que comme beaucoup de socialistes, de camarades, je ne veux pas... Ils ont eu des problèmes de conscience, de choix, d'efficacité politique. On s'est posé toutes les questions et chacun a assumé en pleine conscience. Je respecte son choix. Elle l'a fait. Je crois qu'elle l'a fait sincèrement. Elle a soutenu Hamon parce que Hamon est un camarade. Il a gagné les primaires. Il avait des projets intéressants. Il a un peu modifié entre notamment son projet de revenu universel à 400 milliards, il est passé à un autre revenu universel à 40 milliards, ce n'est plus la même chose. Mais en tous les cas, voilà, les choses sont terminées, on a fait nos choix. Ça a été une période difficile dans le parti, puisque nous étions partagés, chacun assume ses responsabilités, mais nous nous retrouverons dans un congrès qui redéfinira la ligne du parti en fonction de ce qui s'est passé. Congrès qui est prévu l'année prochaine ? Non, c'était, mais je pense qu'il va être précipité. Ils vont le précipiter parce qu'on n'a pas mis 20 ans dans cette situation. Juste un mot, Jean-Claude Autobruck, par rapport à tous ces soutiens. Là, on vient d'entendre donc celui d'Erika Barretch, le président de la République. Le FN, il va falloir quand même qu'il fasse plus que doubler son score s'il veut remporter cette présidentielle. Où ils sont, vos réservoirs de voix face à ce front républicain? On parlera quand même de la France Insoumise. Ils sont d'une part par tous ceux qui viennent de perdre, évidemment. Et puis, le reste aussi des non-votants, 45%, qui n'ont pas voté. Mais il y a quand même une grande marge. Oui, mais moi, je ne suis pas inquiet, je suis serein sur la continuité de ce que va faire Marine Le Pen. Alors, on s'arrête un instant. 10 communes réunionnaises ont voté Front National hier soir et Marine Le Pen affiche son score le plus important à la plaine des Palmistes. On va le voir, ce score, 32,26%. La réaction des habitants au lendemain du vote avec Jean-Régis Ramsamy et Philippe Waraud. Avec 889 voix, le Front National sort de l'ombre à la plaine des Palmistes. S'agit-il d'une adhésion à un programme ou un vote protestataire? Ce matin, les réactions des Palmis-Plénois étaient variées. Au niveau politique, je suis zéro. Je suis déçu. Je n'ai pas le temps de suivre. J'ai entendu parler quand même du Front National. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est en fin de compte. C'est compréhensif. Enfin, ils font le choix en fait. J'ai pas de jugement à donner sur ce que les gens choisissent. Pas choqué? Non, pas du tout. Oui, pense le Front National, là, un parti comme les autres, ça? Sûrement. Le danger, il sera là, de toute manière, il n'y a pas photo. Donc, on verra au deuxième tour. François Fillon, candidat soutenu par le maire Marco Boyer, arrive en 3e position. Ce n'est pas le seul paradoxe. Dans cette commune, un conseiller municipal LPA faisait officiellement campagne pour Marine Le Pen. Les électeurs sont convaincus de trouver des réponses à leurs problèmes. Si jamais le Front National passe au pouvoir, c'est un changement. Après, il faudra supporter. Voilà, il faudra faire face. Quand les besoins ne sont pas entendus, on peut se laisser aller à l'extrême.
Mais voilà. Est-ce qu'on entend le cri des agriculteurs? Est-ce qu'on entend le cri des gens qui ne vont pas bien? Il ne faut pas se voiler la face quand même. Enfin, pour relativiser les résultats d'hier à la plaine des Palmistes, il est à noter qu'un électeur sur 2 a accompli son devoir civique. Et Gilbert Annette souhaite réagir sur un chiffre. Oui, je veux relever des chiffres qui sont faux. 2 chiffres. Tout à l'heure, dans sa démonstration, M. Autobruck parlait de M. Hollande à 3%. Non, M. Hollande est autour de 20%. Donc voilà, ce sont des erreurs, mais on ne peut pas les multiplier. Quelques minutes après, il parle des 45% de non-votants. Non, il y a eu une participation à hauteur de 78%. Et donc, les non-votants sont autour de 22%. C'est la moitié. Donc, il ne faut pas truquer les chiffres pour sa démonstration. Donc, il faut rétablir les chiffres dans leur vérité. Alors, on a vu une montée du FN historique chez nous à La Réunion, une montée historique également de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Philippe Fabin, les cartes sont redistribuées à La Réunion. Alors, en fait, ce que vous venez de dire, c'est aussi en raison de la faiblesse de Benoît Hamon et de François Fillon qui ont libéré de l'espace. Et si vous voulez, moi j'aimerais juste revenir un petit peu sur les enseignements principaux à tirer de ce premier tour. Sous la Ve République, on vient de vivre le premier tour de la 10e élection présidentielle. Les 9 précédentes se sont jouées entre la droite et la gauche. Et jusque-là, la droite de gouvernement avait été présente au 2e tour à tous les coups. Et la gauche, le PS, la gauche de gouvernement, avait raté un 2e tour uniquement en 2002. D'accord ? Ce qui est en train de se produire, c'est qu'on a une redistribution des cartes, effectivement, mais que je placerai à un autre niveau. On a d'une part une tendance qui est une tendance globale qu'on a vue aux États-Unis, qu'on a vue en Angleterre. Pour moi, le Front National, il est dans la ligne des positionnements politiques, notamment qui ont conduit au Brexit, qui ont conduit Trump au pouvoir. On est sur des lignes isolationnistes. On va refermer les frontières, on va arrêter les accords multilatéraux, on va arrêter l'Europe, on va arrêter l'euro, etc. C'est la question européenne qui se joue lors de ce second tour. Elle vient se superposer aujourd'hui en France et à La Réunion au clivage droite-gauche traditionnel. Et il y a une deuxième tendance qu'il faut souligner, parce que le PS perd si on dit qu'il n'a pas de candidat au second tour, sauf que Emmanuel Macron, et tout le monde l'a dit, c'est un candidat qui est soutenu par une partie importante du PS, et ça c'est un succès. On a simplement la matérialisation en France de ce que François Hollande a tenté de faire pendant son mandat. L'Angleterre a transformé sa gauche en gauche sociodémocrate avec Tony Blair. L'Allemagne l'a fait avec Gerhard Schröder. Et donc, ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui, c'est pas une défaite du PS ni de la gauche. C'est pas que ça. C'est pas si simple. Les Républicains étaient à fond derrière un seul candidat. Là, il y a un échec objectif. Sur la gauche, il y a un échec relatif parce que, de mon point de vue, Macron, aujourd'hui, c'est un positionnement sociodémocrate. Et donc la gauche participe de cela, et le PS en premier lieu. Donc voilà, j'ai une analyse un peu plus nuancée, mais je trouve qu'il y a des grands courants qui atteignent notre élection et qu'on peut constater également dans des pays qui nous entourent, plus ou moins proches. Alexandre Caïto, vous avez une place à prendre à La Réunion. Vous faites partie de cette gauche réunionnaise désormais, il faut compter sur vous ? Bien sûr, mais il aura toujours fallu compter sur nous à un moment ou à un autre. Nous incarnons maintenant le camp d'un humanisme de combat qui a été enterré par le Parti socialiste il y a déjà plusieurs années. Nous avons réveillé quelque chose aujourd'hui qui n'est pas anodin. On a réveillé un espoir chez les gens qui étaient perdus, qui ne croyaient plus en la politique. Des gens ont retrouvé le goût de la politique, mais au sens noble du terme. Nous sommes maintenant 7 millions à avoir voté Jean-Luc Mélenchon et nous allons continuer la lutte puisque rien ne s'arrête aujourd'hui. Nous allons encore nous retrouver le 1er mai, puisque le 1er mai aura lieu entre les deux tours. Donc j'appelle tous ceux qui... C'est important pour le Front National aussi, on verra. Oui, le Front National aime beaucoup s'accaparer les symboles historiques qui ne lui appartiennent pas, oui. Donc c'est le 1er mai, la lutte des travailleurs, et nous appelons tous ceux qui refusent à la fois... l'avenir qu'on nous prépare et celui qu'on nous a et le passé qu'on nous a fait à nous rejoindre durant cette manifestation. Vous n'avez pas de consigne de vote toujours chez la France Insoumise. Vous n'en donnerez pas. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, pour vous c'est pareil. Donc les électeurs
choisissent en leur âme et conscience? Nous allons consulter l'ensemble des insoumis qui ont décidé de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes 450 000. Jean-Luc Mélenchon estime que ses électeurs et ses militants ne sont pas un cheptel de bétail qu'on emmène dans tel ou tel abattoir sur la décision du chef. Nous appliquons la démocratie interne. Tout le monde aura sa voix à donner dans ce processus et donc nous déciderons collectivement de la suite des événements. De toute façon, on l'a vu dans ce scrutin, les consignes de vote, les électeurs, Yves Montrouge, ils tiennent de moins en moins compte. Alors là, notamment, on l'a vu dans des communes, à part celle de Gilbert Annette, mais où les maires, franchement, n'ont pas été écoutés, entendus ni suivis. La consigne des maires n'est pas spécialement suivie. On l'a vu lors des présidentielles. C'était pareil en 2012. C'était pareil quand il y a eu le tsunami rose à La Réunion, même dans les communes de droite. C'était pareil en 2007 avec Ségolène Royal. Rappelez-vous, le score de Ségolène Royal, c'était 63%, je crois, au deuxième tour. Et là encore, Ségolène Royal avait gagné dans des communes de droite comme Saint-André et bien d'autres encore. Mais moi, j'ai un tout petit souci, vous savez, c'est que j'entends parler d'Emmanuel Macron comme le candidat qui a été préfabriqué par François Hollande, un candidat socialiste, etc. Mais j'ai entendu sur ce même plateau, par exemple, Philippe Leconstant, premier secrétaire fédéral du PS, et qui se disait « Ah non, Benoît Hamon, que je défends, n'est pas proche de François Hollande, etc. » Et c'est comme si on avait presque honte, les macronistes ou les macroniens, je ne sais pas, de François Hollande, de son bilan. Et puis tout d'un coup, maintenant, puisque Macron est en tête et qui sera vraisemblable élu président de la République le 7 mai, et là tout le monde se dit oui, effectivement, Macron, c'est un socialiste, sauf que Macron ne tient pas du tout ce langage. Macron dit que moi je suis un rassembleur, j'incarne le renouveau, je veux rassembler aussi bien des gens qui viennent d'horizons divers, des gens de droite, des gens de gauche et des gens du centre. Non, je crois que ce qui est vrai, c'est que Macron n'est pas membre du Parti socialiste, il n'est pas socialiste, il l'a dit, il est progressiste. Non, il est progressiste, c'est une notion différente, il est progressiste, il veut rassembler les réformateurs, qu'ils soient socialistes, du centre et de la droite. Donc il tente une opération que Bayrou a tenté sans succès, que d'autres dans d'autres pays, et on l'a dit, on aime ou on n'aime pas, Schröder en Allemagne, Tony Blair en Angleterre, ont tenté cette réforme. Plutôt réussi d'ailleurs. Oui, cette réforme qui tient deux actes. Faciliter la vie des entreprises pour créer de l'emploi, en donnant un peu de marge aux entreprises pour améliorer leur compétitivité, c'est leur choix, par rapport à leurs concurrents européens, notamment anglais, espagnols, italiens, anglais. Et la deuxième chose, non, mais c'est normal. La deuxième chose, et la deuxième chose, c'est maintenir un certain nombre d'acquis sociaux qui viennent d'ailleurs du Conseil de la Résistance, c'est la sécurité sociale que, par exemple, Fillon voulait réduire, remettre en cause les acquis sociaux. Et Macron s'est engagé sur le maintien des 35 heures, de la retraite à 62 ans, de la retraite par répartition, ça c'est fondamental. Donc il y a cette alliance à la fois de booster l'économie, parce qu'il faut développer, produire, créer de l'emploi, de la plus-value pour partager. Oui, sans doute un peu comme l'Allemagne l'a fait, avec 5%. Travailleurs pauvres, monsieur ? Oui, 1 million de travailleurs pauvres, mais 5% de chômage. Vous voulez des travailleurs pauvres encore plus en France et à La Réunion ? Mais on veut réduire le chômage. Non, mais chacun. C'est insupportable. Non, attendez. Moi, je veux réduire le chômage. Et je pense que, par exemple, transformer le CICE en baissant tout de suite les charges des entreprises, c'est bien. Moi, je pense que c'est. On ne peut pas dire que c'est vraiment. Non, mais lui, mais justement, il veut le réformer parce que c'était trop lourd. Il va le réformer. Il veut baisser, améliorer le pouvoir d'achat pour relancer la croissance, enlever les cotisations sociales, doubler la prime d'activité, supprimer la taxe d'habitation. Tout ça, ce sont des gains de pouvoir d'achat pour les catégories sociales modestes et comment ça s'appelle modéré. La taxe par rapport à l'augmentation de la TVA. Allez-y, monsieur Autobruc. Je pose à Fillon. Ces gens-là étaient au gouvernement, y compris M. Macron. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait quand il était aux commandes ? Parce qu'il a quitté, il était en désaccord. Et vous allez nous faire croire que demain, monsieur Annette, vous allez nous faire croire que ce qu'il n'a pas fait hier, il va le faire demain. Parce qu'il était... Vous me faites sourire, monsieur Annette. Et vous faites plus que sourire. Pourquoi ? Macron a constaté... Non, je ne pleure pas, heureusement. Monsieur Macron, il a voulu défendre une politique, il a été
il n'a pas été suivi et il a eu l'honnêteté de démissionner à la fois du gouvernement, de la fonction publique, pour avoir plus de liberté, proposer son projet. Je trouve ça très honnête. Et je vais revenir un mot sur l'histoire. Tout le monde, et monsieur Autobroek parle de lui comme d'un banquier. Non, il était un salarié de la banque, un salarié haut placé. Il a gagné beaucoup d'argent, je le dis ici, parce qu'il avait beaucoup de talent. Moi, j'étais salarié de L'Oréal. Elle n'est pas dans sa déclaration de patrimoine. Faites une enquête. Argent, monsieur. Mais il y a eu un compte-rendu qui a validé son patrimoine. On ne va pas revenir là-dessus. Ce sont des polémiques basses. Moi, j'étais salarié de L'Oréal. Je ne gagnais pas 2 millions d'euros. Moi, je connais quelqu'un qui a du talent, qui gagne 10 millions et qui est rayonné parce qu'il a beaucoup de talent. C'est Dimitri Payet. Vous voyez ? Parce qu'il rapporte plus que 10 millions. Quand une entreprise donne à Dimitri Payet 10 millions, c'est qu'il rapporte beaucoup plus. On est quand même dans un discours très libéral, pour le coup, Gilbert Annette. Oui, de la gestion d'entreprise. Moi, j'ai géré une entreprise. Et quand un employé rapporte beaucoup d'argent, évidemment, sa rémunération est nettement meilleure. Elle est en rapport avec ce qu'il rapporte. Donc, aujourd'hui, il a quitté la banque où il gagnait 2 millions pour un poste à l'Élysée où il gagnait 200 000 parce qu'il voulait faire de la politique. Mais c'est fantastique. Voilà quelqu'un qui accepte de diviser ses revenus par 10, de 2 millions à 200 000 euros, parce qu'il change d'orientation, il veut servir son pays, il a du talent, il le met à la disposition de son pays. Mais quoi de plus beau ? Vous êtes en train de glorifier quelqu'un qui a gagné 200 000 euros alors que aujourd'hui, des gens crèvent de faim, meurent dans la rue, c'est vrai, et que la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Dimitri Payet, il ne gagne pas 200 000, il gagne 10 millions parce qu'il a du talent. Vous êtes en train de glorifier des gens comme ça ? Parce qu'il gagne. Mais dans la société française... Je trouve ça profondément indigne pour l'ensemble des Réunionnais qui meurent à l'heure actuelle sous le seuil de pauvreté. Philippe Leconstant nous attend en direct. Peut-être qu'il a une réaction sur vos propos, Gilbert Annette. Et puis, Philippe Leconstant, bonsoir, vous m'entendez ? Nous avons réunion mercredi, on aura l'occasion d'échanger. Bonsoir. Oui, vous avez une réunion mercredi, nous dit à l'instant Gilbert Annette. Elle risque d'être houleuse, cette réunion. Est-ce que Gilbert Annette a une responsabilité dans la défaite de votre candidat ? Écoutez, les choses sont claires. Je rectifie ce que j'ai entendu tout à l'heure de M. Montrouge. Si François Hollande avait été candidat, je l'aurais soutenu. Il ne s'est pas présenté. Nous avons organisé une primaire. Benoît Hamon l'a emporté. J'ai soutenu le candidat vainqueur de la primaire de mon parti. Le résultat, il est décevant, mais on connaît la raison. La dispersion des voix de la gauche entre 3 candidats. Vous savez, François Hollande, au premier tour des élections de 2012, il a fait 27 ou 28%. Si vous ajoutez aujourd'hui les 2 tiers des voix de Macron, tout le monde est d'accord à peu près là-dessus, les 6% de Hamon et les quelques pourcents qui sont allés sur Mélenchon, vous retrouvez... Oui, mais Philippe Leconstant, vous donnez quelle image de la gauche à l'heure actuelle ? Qui votent socialistes, mais qui avaient fait bloc sur Hollande en 2012 et qui se sont répartis cette année sur 3 candidats, ce qui explique que Benoît Hamon fait un score nettement décevant par rapport à celui actuel. Quelle image de la gauche le Parti socialiste donne-t-il à la Réunion, à son électorat ? Un parti qui part divisé, qui dit aux militants, eh bien pour une partie vous allez soutenir et faire campagne pour Macron, et puis pour l'autre, vous allez faire respectons les militants et les électeurs. Les électeurs, ils étaient libres de voter. Chacun choisit. Non, écoutez, soyons sérieux, on s'adresse à des Réunionnais, soyons responsables. Personne n'a dit les républicains. On verra, les primaires, ce sera un débat. Mais il faut respecter les électeurs. On n'a pas dit toi tu votes pour un tel, toi tu votes pour un tel. Les électeurs, ils sont libres. Ceux qui ont choisi de rejoindre Jean-Luc Mélenchon avec la dynamique qu'il a su créer dans les dernières semaines, ils sont partis de leur plein gré. Il y a des socialistes qui ont voté Mélenchon librement. Il y a des socialistes qui ont voté Hamon, le candidat vainqueur de la primaire. Et il y a beaucoup de socialistes qui ont voté Macron. Donc les socialistes se sont dispersés. Moi, et nous aurons une réunion, vous l'avez dit, mercredi, à l'unanimité, j'en suis convaincu, les socialistes se regrouperont au 2e tour derrière Emmanuel Macron, tout simplement parce qu'il est face à Marine Le Pen, le candidat qui défend les valeurs républicaines auxquelles nous sommes attachés, et le candidat qui nous mettra à l'abri d'un projet extrêmement dangereux de sortie de l'Europe et de l'euro, qui serait catastrophique pour la France. Donc, le Conseil fédéral de mercredi, je ne veux pas anticiper, à l'image du bureau politique
politique du Parti socialiste qui s'est réuni ce matin, il sera probablement unanime à appeler au rassemblement derrière Emmanuel Macron, qui n'est plus désormais le seul candidat d'En Marche, mais qui est le candidat de tous les progressistes et de toutes celles et de tous ceux qui refusent que l'on porte atteinte aux valeurs de la République française. Alors, Philippe Leconstant, on le disait tout à l'heure, le PS va devoir faire avec une nouvelle donne, la France insoumise. Ses meilleurs scores, eh bien Jean-Luc Mélenchon les a fait dans les communes communistes de Sainte-Suzanne et du Port. Le Port, justement, où nous allons pour une ambiance plutôt morose hier. 4, 3, 2, 1, il est 20h, voici les résultats de ce premier tour. Ce n'est pas tout à fait le résultat qu'attendaient les quelques militants de la Réunion insoumise rassemblés hier soir dans un café du Port. Galvanisés par l'ascension de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, ils ne pouvaient imaginer une défaite. Je n'y crois pas. Voilà, ma seule réaction, je n'y crois pas, j'attends des résultats plus précis. J'y croyais totalement justement sur cette envie de changement, sur cette envie de changement par un symbole humain et par la solidarité. Déçu, scandalisé un petit peu par ce qui se passe en France, quoi. Enfin, appelons la guerre pour faire la guerre, c'est pas mal. Il y avait un point de fois un vrai programme, je suis scandalisée en fait. On va revenir sur l'abstentionnisme, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voter Mélenchon au deuxième tour quand même. Voter Mélenchon quoi qu'il arrive au deuxième tour. Pour Perceval Gaillard, candidat France Insoumise aux législatives dans la 7e circonscription, le Parti socialiste est responsable de la défaite de la gauche. Si M. Hamon s'était désisté, la gauche sera au deuxième tour, notre gauche, la vraie gauche. Et donc en plus d'avoir, le PS porte une responsabilité écrasante ce soir, c'est ce que moi je tiens à dire. Parce qu'en plus d'avoir fait une politique de droite pendant 5 ans, d'avoir maltraité son électorat et les travailleurs, ils sont aussi responsables de l'échec de la gauche en 2017. Perceval Gaillard appelle à voter Mélenchon au deuxième tour et invite la classe politique locale à tirer les leçons du score de la France insoumise dans notre île. David Noal, on avait commencé à parler de ce sujet. À quoi ça sert des primaires en France? Puisque de toute façon, à la fin, il ne reste pas que 2 candidats, il y en a 11. Et les 2 candidats qui sont, en l'occurrence, là, issus des primaires, ne sont plus au second tour. Bon, il faut quand même se rappeler qu'aux dernières présidentielles, la primaire a fonctionné. Enfin, au Parti socialiste, ça fait la 3e primaire qu'ils organisent. On ne peut pas dire qu'avant, c'était un échec. Mais là, quand même, on s'aperçoit que les primaires ont désigné des gens très à droite ou très à gauche, et qu'en plus, sur la gauche, ça n'a même pas été respecté. À droite, au moins, ils ont eu le respect de l'élection. Mais il est vrai que du coup, ça laisse un champ politique ou du centre immense, et il était incarné par une personne qui avait refusé la primaire. Et notamment, on voit que les 4 finalistes, sur les 4 finalistes, il y en a 3 qui sont hors primaire. C'est quand même vraiment un échec. Mais de toute façon, la primaire est contraire aux institutions de la 5e République. Parce qu'on est vraiment dans le parti qui désigne les candidats. Alors que l'élection présidentielle, c'est vraiment un homme ou une femme qui essaye d'être en communion avec le peuple. Mais là, ce que je voulais aussi revenir, c'était surtout à l'heure là, on voit bien, les discours qu'on a aujourd'hui, on n'est même plus sur le deuxième tour. Alors aujourd'hui, M. Annette est en train de taper sur M. Fillon parce qu'on est déjà sur les législatives. Parce qu'aujourd'hui, M. Macron doit rassembler et à gauche, mais quand j'entends M. Leconstant qui dit que les 2 tiers de M. Macron c'est à gauche, excusez-moi, je souris un peu parce que ce n'est vraiment pas ça. M. Macron a essayé d'avoir une position centriste. D'ailleurs, toute la Chiraquie, on pouvait le voir, avait aussi rejoint M. Macron. Donc on ne peut pas dire que c'était le candidat du PS absolu. Et surtout... quand on voit M. Macron, et on va voir quelles sont les prochaines tendances qu'il va faire pour son programme. Parce qu'il va falloir rassembler. Et si aujourd'hui la droite gagne les prochaines législatives, on aura peut-être un jeune président, 39 ans, et on aura peut-être aussi une cohabitation de droite. Ça, c'est peut-être votre souhait, mais ça ne va pas se produire. Hein. Monsieur pense peut-être qu'après avoir été battu à la fois sur la personnalité de Fillon, mais sur le programme, le changement radical, libéral, il l'a dit, et il a dit surtout qu'une majorité d'électeurs aux primaires de droite ont choisi ça. Donc c'est la volonté de la droite française. Ils voulaient un changement radical de droite. Ça a été battu par les Français hier. Donc c'est ça qu'il faut tirer. Les Français ont rejeté ce virage radical. On ne peut pas alors qu'il est les affaires qui ont terminé. Non, mais les affaires la candidature sans gêner. Mais il n'y a pas que ça. Réduire l'échec de Fillon, ça serait une erreur d'analyse politique. Moi, j'ai vu
des électeurs populaires, de la droite populaire à Saint-Denis, qui refusaient ce programme radical, c'est-à-dire la baisse des allocations, la suppression des contrats aidés. Ça a mis hors d'eux un certain nombre d'électeurs de droite. La baisse, enlever des enseignants, enlever du personnel hospitalier, 500 000 fonctionnaires, ça se résumait à ne plus remplacer aucun départ à la retraite pendant 5 ans. Ça a été rejeté parce que les Français ne veulent pas. Une question sur les législatives, Gilbert Annette. Est-ce que vous allez présenter un candidat PS face à un candidat Macron? Mais tout à fait. Macron, il est à la tête d'une coalition. Il y a le LPA, il y a des candidats En Marche, il y a des candidats PS. Ça va être réglé. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Moi, je veux parler du deuxième tour. Nous allons nous mobiliser. Pourquoi? Pour attaquer le programme de Marine Le Pen. Aujourd'hui, on parle de nationalisme. Nous allons combattre le nationalisme, parce que le nationalisme, si vous voulez, tourne le dos à l'avenir de la France. Il y a, qu'on le veuille ou non, une mondialisation. Le nationalisme, dans l'histoire de France, ça conduit à la guerre. Nous sommes contre ça. Nous, quand Macron dit être patriote, il n'y a aucune raison que le Front National s'accapare le patriotisme. Nous voulons être patriotes, c'est-à-dire fiers de la France, mais une France dans l'Europe et dans le monde. Pas une France recroquevillée, pas une France qui rejette la diversité, pas une France qui fait la guerre aux autres. Mais Virginie Perron, qui n'a pas réagi depuis un moment et qui a eu la gentillesse de nous attendre, voudrait réagir. Je suppose que vous avez suivi un petit peu nos débats, Virginie Perron, et vous souhaitez réagir. Tout à fait, je souhaiterais réagir parce que aujourd'hui, j'entendais le représentant de M. Mélenchon nous dire qu'il représente une certaine catégorie de personnes qui votent massivement pour lui à La Réunion. Or, je pense que ça a été plutôt un effet d'aubaine dont il a bénéficié, puisque la gauche n'a pas su se rassembler ensuite des primaires. Ça a été dommage pour la gauche, mais ça nous a bénéficié. Nous avons su rester unis. J'entends M. Annette également critiquer à nouveau le programme de M. Fillon. On n'en est plus au débat, on n'en est plus là. Il faut viser l'avenir maintenant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui sont fausses, la sécurité sociale, plein de choses. Je ne reviendrai pas dessus parce que le programme, encore une fois, ne souhaitait pas appauvrir les gens, bien au contraire, mais reprendre un pouvoir d'achat et ne pas faire des petites mesures telles qu'il vient de le citer lui-même en faveur de l'économie pour M. Macron. Monsieur Annette, vous venez de le dire vous-même, Monsieur Macron prévoit de petites mesures pour l'économie. Je ne fais que reprendre vos propos. Donc aujourd'hui, nous avions un programme qui voulait faire des chocs économiques pour relancer... Non, ce n'est pas la casse sociale, c'est pour relancer l'économie, pour redonner confiance aux entreprises. Parce qu'avec de petites mesures, comme vous le proposez, nous n'avons pas une confiance acquise aux entreprises. J'entendais également une dame qui était agricultrice qui nous disait que les agriculteurs n'avaient pas été entendus. Malheureusement, dans les débats, tout a été tourné vers les affaires et nous n'avons pas pu effectivement dire que François Fillon allait, encore une fois, soutenir la filière canne à hauteur de 35 milliards qui étaient déjà programmés et soutenir les autres interventions agricoles. Je ne sais pas si vous voyez, nous sommes dans les nuits sans lumière, donc les lumières se sont éteintes. J'espère que vous pouvez continuer à me voir correctement. Virginie Perron, mais vous donc, je vous disais, nous, François Fillon avait un programme, mais aujourd'hui, il n'est plus question de débat. Il faut se tourner vers l'avenir. Et quand on voit M. Annette nous dire qu'il va présenter un candidat PS face à un candidat Macron, nous ne sommes plus déjà dans l'Union. Alors il faut être cohérent avec nous-mêmes et nous investir, nous, au niveau de la droite, comme nous prévoyons de le faire, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, la plateforme de la droite, les leaders politiques de la droite, pour que nous puissions avoir un programme cohérent et peser aux côtés de M. Macron, qui sera président sans aucun doute désormais. Mais nous devons peser, avoir notre mot à dire, puisque le programme que nous proposions, il était cohérent pour l'outre-mer. Il ne s'agit pas de donner un chèque en blanc à M. Macron. Virginie Perron, j'ai envie de vous faire réagir sur un reportage. La population, on l'a vu parfois, a tendance à suivre la position de son maire. Ce n'est pas le cas à Saint-Paul, commune de droite qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon. Les habitants s'expliquent dans ce reportage de Rabia Issa et Willy Thévenin. Dans ce jardin fleuri, mieux vaut se rafraîchir plutôt que de s'exaspérer après les résultats d'hier soir. Le candidat tant espéré ici à Saint-Paul n'a pas brillé. François Fillon et le vote Les Républicains n'a pas convaincu. Les gens ont un peu marre de la politique en fait. Je pense que la confiance des politiciens, ça va pas dans le sens du peuple. Donc les gens font un peu des votes sanctions en fait. Tout le monde veut un changement. On demande le changement. Il n'y a jamais de changement. Peut-être là, il y aura le changement.
En bon ou en mauvais, il y aura un changement. Tout est question de couleur et de conviction. Moi, j'ai jamais été pour la droite, mais toujours pour la gauche, mais je dans le rouge. C'est pas juste dans les bleus qui regardent pas moi. Moi, depuis parents, nous sommes dans le rouge. Peut-être les gens en ont marre aussi, hein. Ils sont dégoûtés, quoi. Il faut peut-être y réfléchir un peu plus. Il faut essayer de mettre les autres en cause aussi. Pourquoi ? Et la réponse est au sein même de la mairie que nous l'avons trouvée. Et peu importe les appétences du maire, chacun a voté selon son âme et conscience. Il y a eu une grosse déception de la part des électeurs et même nous qui avons soutenu M. François Fillon. Mais après, je pense que ça ne doit pas être une surprise non plus par rapport à ce qui s'est passé, les événements de la dernière fois, ces difficultés avec la justice. Les gens ont un petit peu marre de ce qui se passe au niveau de la politique elle-même, en fait, dans son ensemble. Moi, je ne suis pas surprise du résultat. Sur l'ensemble de la commune de Saint-Paul, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 26,70% de suffrages exprimés contre 20,80% pour le candidat de droite, François Fillon. Alors, Virginie Perron, vous êtes une élue de Saint-Paul, une commune qui est quand même assez traditionnellement à droite. Comment vous analysez la victoire de Jean-Luc Mélenchon sur votre commune ? Je pense qu'il faut le voir au niveau du national. Il ne faut pas vraiment le répertorier au niveau du local, puisque les dernières élections nous ont toujours donné raison. Nous l'avons vu, nous avions été donnés perdants lors des municipales, et pourtant c'est Joseph Sinimalé, notre maire, qui a bien été élu, et je fais partie de cette liste et j'en suis fière. Nous avions eu dernièrement également, l'année dernière, les départementales. Nous avons sorti plusieurs candidats qui sont au département aujourd'hui issus de notre famille politique. Encore au régional, nous avons sorti Didier Robert, nous avons revu avec lui son programme, il a évolué et nous avons eu une forte adhésion de la population. Donc aujourd'hui, moi je ne fais pas l'amalgame entre ce qui se passe au national. Encore une fois, quand on interrogeait les personnes, quand on faisait campagne, les gens étaient tous d'accord pour nous dire que le programme était bon, mais c'était la déception sur la personne. C'est une sanction au niveau de la personne que nous devons prendre en compte et nous devons travailler tous ensemble pour aller voir les législatives qui sont une élection qui concerne le national et le local. Cette élection-là pourra vraiment nous fixer, mais je pense que nous sommes dans le juste parce que massivement quand même, la campagne a été belle et nous l'avons vu lors des déplacements de François Fillon partout en France et à La Réunion. Les gens étaient mobilisés parce qu'ils entendaient un programme, mais la déception était sur la personne, je pense. Philippe Fabin souhaite réagir à ce propos. Oui, juste sur... je pense qu'on peut s'arrêter une seconde sur le score, effectivement, de Jean-Luc Mélenchon à La Réunion. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé ailleurs en Europe, notamment pour les sociodémocrates. Très clairement, on a un mouvement protestataire en Europe qui caractérise la gauche de la gauche, c'est-à-dire la gauche anticapitaliste. Et ce qui est en train de se passer, c'est une clarification de cette nature-là, avec, vous avez Podemos en Espagne, vous avez Tsipras en Grèce, etc. On est sur des gens qui sont alignés sur le même registre politique, si vous voulez. Et à La Réunion, ce que je note, c'est que, et ça, l'enquête qui a été réalisée pour Réunion Première et le GIR l'a bien montré, le phénomène Mélenchon, il se déclenche à La Réunion en toute fin de campagne. Exactement comme au national, le meeting du port a été un facteur accélérateur tout à fait spectaculaire de cela. Mais ce que je note, c'est qu'on a une convergence idéologique évidente, puisque les deux catégories d'électeurs à La Réunion qui avaient le souhait de victoire le plus important pour Jean-Luc Mélenchon sont les sympathisants PCR et les sympathisants PLR. Donc on voit bien qu'il y a là aussi une espèce de convergence, si vous voulez, idéologique, très clairement entre le positionnement de Jean-Luc Mélenchon et des familles qui ont toujours existé dans la gauche réunionnaise, et c'est pas à monsieur Annette que je vais dire à quel point l'histoire de la gauche réunionnaise, elle est structurée dans un face-à-face entre le PS dans l'après-guerre qui se structure et qui avance en face du PCR, qui est la figure dominante historique de la gauche réunionnaise, même si la période plus récente lui a été naturellement nettement moins favorable. Alors François Fillon est le troisième homme de cette élection avec 19,9%. La déception du mandat Hollande offrait un boulevard à la candidature du Républicain. Jamais dans la Ve République, un candidat de la droite n'avait échoué au premier tour. Comment l'analyser ça, David Noal ?
Ça, moi, je le dis depuis le début, il y a eu un manque de courage politique de la part de la droite, parce qu'à un moment donné, quand vous voyez que vous perdez 10 points en un mois, et vous savez très bien que pour les récupérer, ça va être terrible, eh bien vous prenez votre courage politique et vous dites, allez, en suivant, on change, ou alors vous arrivez à la catastrophe qui était prévue, de toute façon. C'était évidemment. Mais ce qui est, en tout cas, vraiment soulignant dans cette campagne, c'est que les gens aujourd'hui ne veulent plus de certaines pratiques. Ils veulent des élus honnêtes. Et vous savez que le Front National et M. Mélenchon arrivent d'ailleurs dans cette vague, parce qu'ils en ont ras-le-bol des affaires, ils en ont ras-le-bol de l'inefficacité politique, et ils se sont dit on va faire exploser le système. Sauf que nous ne sommes pas poursuivis, nous. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Le Pen qui est poursuivi au Parlement européen, et de nombreux élus Front National dans l'Hexagone sont également poursuivis. Nous avons au moins l'avantage de ne pas être poursuivis où que ce soit, et l'ensemble de nos candidats se sont engagés sur une charte éthique, notamment la charte anticorps, ou même d'autres points. Donc, par exemple, ne pas engager les personnes de sa famille en tant qu'assistants parlementaires, refuser les cadeaux faits aux parlementaires et autres. Depuis très longtemps, le Front National a quand même de sacrées affaires sur le dos. Le Front National a depuis très longtemps un message de tous pourris, d'anti-système, et c'est aussi là-dessus qu'il a forcément fait. Jean-Claude Autobruck, vous êtes bien placé pour répondre, là, peut-être. Oui, bien sûr. Il peut parler de sa condamnation, peut-être. Moi, j'aimerais qu'il parle de la fille de M. Mélenchon. Oui, c'est de la diffamation, voilà. Monsieur. Alors, vous avez un recours au tribunal sur ce sujet. Je vous signale, signale que à l'approche des élections, c'est toujours la même salade. Il faut, pour faire perdre des points au candidat, il faut lui mettre des casseroles. Bon, ceci dit, on lui a mis une casserole sur son garde du corps. Eh bien, il vient de recevoir un non-lieu. Et il en sera de même pour Mme Griset. Soyez-en rassurés. De toute façon, on se fiche pas mal de ces affaires. Nous, on est là pour s'occuper de la population. Et vous ne vous rendez pas devant la police alors que vous voulez remettre la France en ordre. C'est tout à fait normal. Jolie France en ordre, monsieur. Puisque c'est une loi. France en ordre. C'est une loi. L'immunité parlementaire, c'est une loi. Ouais. L'immunité parlementaire vous plaît bien avec l'Europe, non? Et nous, on n'est pas là de se rendre à la pour faire des combats de coq avec ces gens-là qui viennent de perdre. On est là pour faire avancer les Réunionnais. Vous voyez, avec l'échange qui vient d'avoir lieu, moi, il y a une chose qui me surprend, si je peux me permettre de le dire quand même, parce que j'étais spectateur de la soirée nationale hier, fort tard, comme j'imagine beaucoup d'entre nous. On aurait pu s'attendre, je trouve, alors je comprends parfaitement la position qui consiste à dire, et je vais parler de Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite que les gens se déterminent, etc. Mais c'est un leader politique qui réussit un score tout à fait significatif. Je trouve qu'on aurait pu s'attendre à une prise de position de sa part, à titre personnel, parce qu'il y a quand même une ambiguïté terrible qui se dégage de son propos d'hier. Et l'échange que vous venez d'avoir montre bien à quel point, manifestement, vous n'êtes pas en phase avec le Front National. Et c'est pas ce qu'on a entendu. Pardonnez-moi, juste pour terminer, j'ai pas eu le sentiment d'entendre ça hier soir dans le propos de Jean-Luc Mélenchon. J'ai entendu, me semble-t-il, quelqu'un qui renvoyait plutôt deux ennemis. Alors je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent ma chérie à Marine Le Pen, etc. Mais là, on parle quand même de quelque chose qui est une élection présidentielle. Pour un pays, la France, qui est la 6e puissance économique du monde, on parle de choses, de l'avenir de la France, dans l'Europe. Enfin, on a des enjeux qui sont extrêmement importants pour, naturellement, la population, pour le peuple de France, mais pour le pays tout entier. Mais voilà, moi, j'ai été assez surpris de ça. Je pense qu'à un moment, il faut préserver, je pense, certains champs de valeur. Je me serais attendu à ce que le Front de gauche, au moins par la voix de son leader, excusez-moi, la France insoumise, par la voix de son leader, ait une position moins à titre personnel. C'était une réaction digne et mesurée qu'a eu Jean-Luc Mélenchon de ne pas se prononcer en avance pour l'ensemble de ses soutiens, puisque même s'il avait énoncé une position personnelle, vous savez très bien que les médias auraient repris entièrement ça pour l'ensemble de la France insoumise. Donc non, c'est très bien que Jean-Luc Mélenchon ait décidé de consulter l'ensemble de ceux qui le soutiennent, parce qu'il n'a pas à prendre en otage 450 000 soutiens et 7 millions d'électeurs. On a eu dans le passé un distinguo fort entre des positions personnelles et des consignes de vote, par exemple.
Oui, on a le droit de changer. Notamment en faveur du PS. Mais on est déjà sur la stratégie législative. Ils vont se positionner comme l'opposition naturelle à M. Macron. Et comme il n'aura pas participé à l'élection, je suis d'accord avec toi, mais regarde en 2002. Puisqu'on doit refermer malheureusement cette édition spéciale, mais avant, les résultats outre-mer. Marine Le Pen est arrivée en tête en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte. Dans le reste des outre-mer, la candidate FN fait également de très bons scores. Vous les découvrez, ces résultats outre-mer. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci Emmanuel Aguet. Merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus ce soir participer à cette émission. L'information revient en radio dès 5h du matin et puis en télé à 12h30 avec Pascal Souprayen. Passez une excellente soirée.